avons des messieurs ou toujours pas de messieurs? Non, sur cette session Hein? sur la transformation de la formation, je crois qu'on sera en public très féminin. Ça sera une session spéciale transmission de la formation pour un public féminin. Tous les messieurs se Bien. viendront le voir ultérieurement. Ouais. Eh bien, on va démarrer. Céline, est-ce que tu peux nous dire où nous en sommes exactement de la réforme de la formation? Oui, alors c'est une réforme qui a été faite rapidement et qui, par rapport à d'autres expériences qu'on avait eues dans les réformes, parce qu'on commence à avoir l'habitude, on a une réforme à peu près tous les 5 ans. Donc, si on reprend depuis le départ, tout part du 15 novembre 2017 où on a eu le document d'orientation qui a été remis aux partenaires sociaux. Et on voit que déjà là, au mois de juillet, finalement, on va avoir presque fait tout le parcours, soit un peu plus de presque un peu plus de 6 mois, mais c'est pas énorme pour faire passer une réforme sur un sujet comme la formation professionnelle. Ajoutons à cela que ce ne sera pas qu'une réforme sur la formation professionnelle, puisque le nom de la loi, ce sera la liberté de choisir son projet professionnel. Et à l'intérieur de cette loi, il va y avoir une partie sur la formation qui, très bien abouti, et comme disait Christine, a déjà généré plus de 500 amendements, donc on l'a beaucoup travaillé aujourd'hui. Par contre, à l'intérieur de la même loi, il y aura aussi l'assurance chômage qui, elle, pourrait éventuellement générer aussi des retards sur la loi et la parution au journal officiel. Donc ça, il faudra suivre à la rentrée. C'est vrai que ça peut générer des modifications. Il devrait aussi y avoir quelques modifications sur les travailleurs handicapés et d'autres éléments, peut-être sur l'égalité homme-femme, etc. Donc c'est une loi un peu plus longue et plus complexe que juste la formation. Nous, on va bien sûr se concentrer pendant toute cette intervention sur la formation professionnelle, qui est le sujet qui nous intéresse ici. Si on regarde en gros le parcours qu'on a fait depuis le 15 novembre dernier, en gros, on a eu des partenaires sociaux qui ont bien négocié, pas toujours d'ailleurs facilement, puisqu'il y a eu des moments où ils ont même fait plus ou moins grève, ils avaient arrêté une session, etc. Mais finalement, ils ont à peu près tenu la date, puisqu'elle était à mi-février, et ils ont rendu leur copie le 22 février, ce qui est plutôt pas mal. Et ils nous ont créé un accord national interprofessionnel signé par tous, sauf étonnamment par la CGT, mais ce qui est une assez grande habitude en formation. Et là, par contre, est arrivée la surprise, puisque notre ministre a tout de suite annoncé qu'elle ne reprendrait pas la totalité de l'accord national interprofessionnel, ce qui change la donne par rapport à d'autres années, et qu'elle allait créer le fameux Big Bang de la formation, dont vous avez tous entendu parler. Et là, elle nous a justement annoncé que notamment ce que les partenaires sociaux ne voulaient pas, un CPF monétarisé allait passer et que le gouvernement allait aller beaucoup plus loin que ce que l'avaient prévu les partenaires sociaux. Ensuite, on a eu le projet de loi présenté le 6 avril. Vous voyez que le texte a été très vite présenté après le 5 mars, donc ce qui veut dire qu'il était déjà plus ou moins préparé par le ministère en arrière-plan des négociations des paritaires, présenté très vite ensuite au Conseil des ministres et ensuite passé en session parlementaire. Alors, ce qui a aussi été très long, enfin très long, pas long en durée, mais où il y a eu beaucoup d'amendements, c'est la session de précédent, justement, la session parlementaire, puisqu'en fait, on a eu pas mal d'amendements avant, dans la commission sociale, ce qui est assez nouveau. On n'avait pas autant d'amendements les autres fois, donc là, il y a eu beaucoup en commission sociale d'amendements, puis pas mal d'amendements en discussion au Parlement, et ensuite, finalement, nous en sommes au Sénat, où derrière, nous avons encore les discussions, et il va y avoir des discussions, et ensuite, on passera on passera à la loi. Alors, on nous parle d'une loi qui pourrait paraître, soit elle peut encore paraître en juillet, mais j'avoue que on commence à en douter de plus en plus. Il y a de grandes chances qu'elle paraisse au mois de septembre, quand toutes les sessions seront terminées, mais qu'elle paraisse dès le début du mois de septembre. Précisons-le tout de suite aussi, ce sera comme les autres fois une loi gruyère, c'est-à-dire que pour que Christine et moi continuions à ne pas nous ennuyer, ils ont décidé de nous mettre plein de décrets qui suivront la loi. Et donc, on devra suivre et vous raconter pendant les prochains mois, une fois que la loi sera parue. Alors, justement, c'est ce que reproche... Oui, je disais d'ailleurs, c'est ce que reprochent beaucoup, soit de députés, soit de sénateurs, notamment de l'opposition, c'est qu'ils votent une loi dans les grandes lignes, mais que les décrets peuvent complètement modifier en partie son contenu. Exactement, et surtout qu'en fait, toutes les parties très opérationnelles qui, nous, en
en tant que technicien nous intéresserait, en fait, malheureusement, sont souvent suivis d'une petite partie qu'on verra ça en décret. Donc, c'est vrai que ça frustre un peu le lecteur d'une loi où on se dit qu'on a les grands points, mais qu'on ne sait pas vraiment comment on pourra les mettre en place sur le terrain. Alors, parlons par contre déjà de ce que nous savons, Christine, et explique-nous un peu en quoi le CPF va être modifié et qu'est-ce qui va changer pour nous. Alors effectivement, un nouveau CPF, hein. Donc le principe de base, ça il ne change pas depuis le mois de mars, hein. Donc c'est la décision du gouvernement, un CPF monétarisé. Donc là aussi, non inscrit dans la loi son montant, mais a priori, ça serait 500 € annuels pour chaque salarié plafonné à 5 000 €, donc 5 000 € en 10 ans, et 800 € pour les salariés qui ne disposent d'aucune qualification ou titre de niveau 5, c'est-à-dire, je vous rappelle, niveau 5, CAP et BEP, donc ni CAP ni BEP, et ça serait plafonné à 8 000 €. Alors, effectivement, beaucoup de questions portent quand même sur le montant de cette monétarisation et pas mal de remarques, notamment au Sénat, la concerne, où la ministre a été questionnée sur pourquoi 500 €. Donc 500 €, si on regarde par rapport à 24 heures, ça fait beaucoup moins que ce que vous donnent les OPCA aujourd'hui. Hein. Bon, selon elle, le montant de la monétarisation horaire serait de 14 € entre 25 et 28 par heure. Et ça serait un taux moyen qui a été repris en prenant les remboursements à la fois des OPCA, mais aussi concernant tous les remboursements pour les demandeurs d'emploi, et qui sont au moins à hauteur de 50% bénéficiaires aussi des CPF. Et ça serait ce taux moyen qui serait porté à 14 €. Alors pour petite histoire, si les OPCA ont pris bien mieux en charge que 14 € de l'heure, les demandeurs d'emploi avaient des formations prises, eux, à 9 € de l'heure. Donc, les demandeurs d'emploi, quelque part, seraient un petit peu gagnants. Bon, sur les 800 €, personne n'a questionné. Alimentation renforcée pour les salariés à temps partiel, qui travaillent plus de la moitié de la durée du temps de travail de référence. Pour tous ceux qui travaillent moins, eh bien, ça sera un CPF calculé au prorata. Et une transposition des heures acquises donc en euros, c'est-à-dire qu'effectivement on garde le principe donc du compteur spécifique pour les anciens DIF, les anciennes heures de DIF. Ces anciennes heures de DIF, logiquement, seront transformées en euros à hauteur de 14 € et quelques par heure. Voilà. Et puis le compteur des anciennes heures de DIF, une fois qu'il serait transposé en euros, sera utilisable comme il est utilisable actuellement, c'est-à-dire toutes les actions de formation demandées avant avant 2021 seront financées, et après le compteur disparaît. Donc là-dessus, on reste sur le même principe de base. Donc voilà. Aussi, chose très importante, a priori, ça ne changera pas, c'est la formation éligible au CPF il n'y aura plus de liste, donc ça c'est extrêmement important, mais ça sera en général toutes les certifications ou qualifications du RNCP qui auront pour objet d'être transformées en blocs de compétences. Donc elles seront divisées en blocs de compétences, ce qui fait qu'on pourra avoir un CPF uniquement sur un des blocs de compétences d'une qualification, d'une certification inscrite au RNCP, ainsi que toutes les certifications et habilitations inscrites dans le répertoire spécifique. Alors le répertoire spécifique, c'est l'ancien inventaire, donc on aime changer les noms, donc voilà, nouveau nom, et ce ne sera pas forcément exclu que ce répertoire spécifique pourra contenir aussi des certifications qui elles-mêmes seront découpées en blocs de compétences, hein, le bloc pouvant être comme ça éligible au CPF. Donc voilà, ça c'est pour le principe de base du CPF. Donc là-dessus, rien n'a beaucoup changé. Il faut simplement noter que RNCP et répertoire spécifique devraient être profondément revus, hein, notamment, et corrigés. Donc il y aura toutes les qualifications ou certifications qui sont inscrites seront peut-être
ou la manière de les mettre, de les déposer dans l'un ou l'autre de ces deux registres, ça sera éventuellement revu. Donc voilà, ça c'est pour... Ce qui est pas un mal, hein, parce que le Non, non, RNCP, c'est c'est une pas vraie mal usine parce à que gaz. voilà, c'est très lourd, hein. Donc, par rapport à ça, on va arriver sur trois types de CPF. Donc, le CPF pourrait être mis en œuvre de trois manières différentes. D'abord, un CPF individuel, a priori, qui est prévu pour la majorité quand même des cas, c'est-à-dire celui qui sera accessible directement par l'individu qui achètera en ligne. Et puis, un CPF co-construit, donc là aussi, un rôle de l'entreprise qui pourra peut-être être maintenu. On a aujourd'hui très peu d'informations sur ce CPF co-construit. Certains bruits circulent. Et puis un CPF donc de transition, celui qui aura pour vocation de remplacer l'ancien CIF. Alors si on se met sur le CPF individuel, là, tout salarié aura normalement, à condition de quand même de bien maîtriser son portable et d'avoir un portable suffisamment puissant, hein, pourra avoir un accès facilité au CPF dans le cadre au travers d'une application qui sera accessible sur smartphone. Ça sera un peu un TripAdvisor de la formation ou un Booking de la formation. On ira chercher la formation à partir donc d'un certain nombre d'informations qu'on précisera, je pense, le thème, le lieu, etc., ou peut-être même un classement en termes de financement. Et on s'adressera en ligne, hein, on réservera sa formation. Et comme la Caisse des dépôts et consignations est responsable de ces applications, c'est elle qui paiera les prestataires de formation. Donc le stagiaire, hein, le futur stagiaire qui souhaite utiliser son CPF s'inscrira directement en ligne. Et normalement, Plus, c'est prévu. plus, plus, besoin, plus besoin de passer par un OPCA, en fait. Non, c'est ça, c'est désintermédiarisation médiatique. Donc, on ira directement choisir, financer sa formation et donc c'est le salarié acteur qui sait ce qu'il veut. Et pour les salariés qui auraient des difficultés et qui ne sauraient pas exactement ce qu'ils veulent, ils auront toujours à leur disposition un CEP, hein, conseil en évolution professionnelle, qui pourra les aider notamment dans l'élaboration de leurs projets. Mais bon, voilà, l'idée c'est quand même qu'une grande majorité de personnes puissent aller directement s'inscrire en ligne et commander leur formation. Alors bien sûr, ça c'est les grandes lignes, hein. Après, on peut imaginer que des tonnes de questions vont se poser. Quid de celui qui n'ira pas en formation? Est-ce que l'organisme sera quand même payé? En combien de temps sera payé l'organisme par la Caisse des dépôts? Les absences, enfin bon, il y a un certain nombre de choses qui, à mon avis, arriveront petit à petit et qui, pour l'instant, aussi d'autres questions qu'on nous pose assez souvent. Et qu'est-ce qui va se passer entre janvier et septembre 2019? Comment est-ce qu'on achètera? Est-ce qu'on pourra utiliser le CPF? Bon, là-dessus, nous n'avons malheureusement pas beaucoup de réponses, hein, à toutes ces interrogations. Donc voilà, pour mon CPF géré par le salarié sans... Et on n'est pas encore persuadé que tout le monde aura réussi à se mettre en ordre de bataille, les offreurs, notamment les organismes de formation, la CDC, etc., pour le mois de septembre 2019. Hein. Ça paraît très, très court en termes de timing. Oui, et puis je vous rappelle que seuls les organismes de formation certifiés, ou tout au moins ceux qui aujourd'hui sont quand même soit certifiés et Datadoc, pourront gérer le CPF. Et il faudra aussi qu'ils aient mis l'essentiel des formations qu'ils veulent vendre au travers du CPF, soit au RNCP, soit au répertoire spécifique. Après, dans les autres actions, tiens, on peut noter, a priori en nouveauté, dans les autres actions éligibles au CPF, la ministre s'est engagée aussi sur le permis poids lourd, qui viendrait s'ajouter à côté des listes au RNCP à l'inventaire. On a le permis de conduire, on a la VAE, on a le bilan de compétences et on aurait ensuite le permis de conduire poids lourd.
Donc voilà pour l'instant. Alors, c'est un peu le questionnement lié à la disparition des listes, qui est bien parce que ça va nous simplifier la vie et ça simplifie le système. En parallèle, ça veut dire que le salarié, il a accès à tout. Donc, ça veut dire qu'il peut aussi faire de temps en temps avec son CPF des choses qui n'arrangent pas du tout l'entreprise et qui va utiliser en fait son CPF à faire ce qu'il veut. Hein. Donc, je cite souvent l'onglerie parce qu'on sait par exemple au CIF, il y a énormément de demandes de formation en onglerie. Mais ça peut être aussi gérer sa chambre d'hôte, des choses comme ça, qui pourront appartenir en fait dans les formations et donc les gens vont pouvoir les utiliser leurs droits pour ça. Et la chose qui peut inquiéter, c'est que le jour où ils auront un vrai projet de formation pour leur vie professionnelle, bah, ils auront peut-être plus les sous, puisqu'en fait, ça sera dorénavant des sous et leur cagnotte, on va dire. Mais bon, ça, je pense que le gouvernement y tient beaucoup, hein, le fait qu'il n'y ait plus d'intermédiaires. Hein. Alors après, il y a le deuxième CPF qui peut intéresser plus l'entreprise et on parle quand même, la loi l'évoque, hein, ça va pas très loin, un CPF co-construit salarié-employeur. C'est-à-dire que dans le cadre d'une GPEC ou tout simplement à l'occasion d'une demande d'un de vos salariés et sur une action de formation qui vous intéresse, donc, eh bien, dans le cadre d'un accord gagnant-gagnant, eh bien, l'employeur pourra abonder le CPF de ses salariés. Alors, ça pourra se faire aussi dans le cadre d'un accord de branche, ça peut aussi se faire dans le cadre d'un accord d'entreprise. Ah, je vois plus Céline. C'est d'ailleurs ce que voudrait beaucoup, c'est ce que voudrait beaucoup le gouvernement. Je ne vois plus Céline et je ne sais si, pas. je suis toujours là. Mais c'est toi qui apparemment. Bon. Vous m'entendez? Non, on t'a encore avec nous, Christine. Tu nous entends? Oui. Oui, on t'entend. On t'entend. Donc, ce que j'étais en train de dire, abondement soit directement avec le salarié, en fonction quand même d'une politique préconstruite, hein, pour ne pas tomber dans l'irrationnel ou l'injuste. Et puis, on pourrait avoir des abondements précisés par accord d'entreprise ou par accord de branche. Qui permettrait donc à l'entreprise donc de co-construire avec son salarié. Avec le problème, c'est qu'au moment où vous allez proposer cela à vos salariés, vous ne savez absolument pas combien ils ont d'heures de CPF dans leur compte. Donc ça sera toujours la grande interrogation. Alors, à une époque, on parlait que ces abondements transiteraient peut-être au travers des OPCA. A priori, ça serait directement aussi entreprises, salariés et organismes de formation via l'application de la Caisse des dépôts et consignations. Donc, ce qui voudrait dire que l'entreprise là ferait une demande à la Caisse des dépôts qui lui renverrait le montant de ce qui est, de ce que chaque salarié donc ce qui pourrait rendre les choses éventuellement compliquées par rapport aux entreprises. Dans la mesure où vous ne sauriez pas exactement, finalement, ce que pourrait vous rembourser la Caisse des dépôts et consignations par rapport à ces projets. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Allô? Oui, on t'entend, oui, Christine, on t'entend très bien. On t'entend, par contre, de temps en temps, comme l'a dit Béatrice, tu es de temps en temps avec des pixels et je pense que ta bande passante d'un coup est devenue un peu moins bonne parce qu'on voit que tu as un petit panneau disant que tu as des petits problèmes de connexion. Mais le principal, c'est qu'on t'entende, qu'on te voit est moins grave, surtout qu'on entende ce que tu dis. Donc. Alors, je vais peut-être continuer, moi, sur le CPF de transition pour passer. On pourra en parler ensemble du CPF tous ensemble, parce que je présume que c'est le sujet sur lequel vous avez le plus de questions. Le dernier des CPF dont Christine ne nous a pas encore parlé, c'est le CPF de transition. En gros, pour ne rien vous cacher, c'est un réhabillage du conjoint individuel de formation. On nous avait annoncé la disparition du CIF et aussi des fonds GESIF. Il n'empêche quand même que le CPF de transition, c'est ni plus ni moins à peu près la même chose. Ça servira aux salariés qui veulent se reconvertir et ils devront, petite différence avec ce qui se passait avant en CIF, ils devront nécessairement donner leur cagnotte en fait pour financer leur CPF de transition. Ce qui n'était pas le cas en CIF. En CIF, je pouvais soit donner mon CPF, soit ne pas le donner. Demain, plus le choix. Le premier financement, c'est le CPF. Je dois donner toute ma cagnotte
Et ensuite, la commission paritaire devant laquelle je devrais passer décidera si elle donne un financement complémentaire, soit pour les frais pédagogiques, soit pour la rémunération. Normalement, pour les rémunérations de bas niveau de qualification, ça devrait être pris en charge avec une autorisation d'absence, un peu comme était fait le CIF. Par contre, il n'est pas dit que pour les hauts niveaux de salaire, toute la rémunération sera prise en charge. Ce sera la commission qui devrait décider en fonction des enveloppes imparties pour ce dispositif. Donc, ça ressemble à ce qu'on avait l'habitude pour le CIF, avec juste l'idée qu'on va alimenter en plus en utilisant le CPF. Et ça ne se fera pas dans le cadre des fonds GESIF, puisque les fonds GESIF sont véritablement amenés à disparaître. Et les personnes en fait qui travaillent au fonds GESIF sur le site devraient passer dans les OPCA. On appellera dorénavant les OPCOM ou les OPCO. Donc, c'est les opérateurs de compétences. Donc, normalement, ce personnel devrait partir pour gérer les commissions paritaires, mais au sein des OPCO. Et la public qui gérait le conseil en évolution professionnelle dans les fonds GESIF pourrait subsister s'ils répondent à l'appel d'offres en fait qui va être lancé pour les nouveaux conseillers en évolution professionnelle. Mais ils devront être sélectionnés et ils seront plus de droit dans la règle du droit du travail. Donc voilà, ça va pas tant changer peut-être la donne. Ce qui nous inquiète peut-être, c'est qu'il y aura moins de financement sur des formations. Il y aura peut-être plus de CPF de transition financés, mais moins de sommes obtenues. Donc, par exemple, se financer un MBA dans les années à venir, juste avec les fonds du CPF de transition, risque d'être difficile. Je pense qu'il y aura de gros restes à charge à imaginer. Voilà ce que je peux vous dire sur le CPF de transition. On a très peu de choses écrites encore dessus, hein, donc on risque d'avoir pas mal de choses qui arriveront par décret. Et par contre, ce qu'on sait, c'est que les dernières demandes de CPF devraient se faire en fin d'année 2018. Donc, si vous avez des gens qui envisagent du CIF, qu'ils le fassent très vite, puisque ceux-là seront encore, il y aura toujours des commissions jusqu'à fin 2018 et tous les CIF lancés seront encore gérés par les fonds GESIF. Donc, c'est maintenant qu'il faut poser et son CIF et pour les salariés peut-être son CPF parce que les montants seront plus intéressants aujourd'hui qu'ils ne seront demain. Alors justement, Christine, maintenant qu'on a parlé du CPF, si tu nous parlais un peu des modifications sur l'action de formation. Oui, alors là, on a quelques Quelle sera la nouvelle définition? Voilà, on a quelques définitions concernant l'action de formation. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, 4 catégories d'action de formation au lieu d'un certain nombre, oui. Comme vous pouvez voir sur la slide qu'on vous présente, auquel on était habitué. Il y en avait 13, 14, 15, là on en a 14. Bon, c'est une liste assez inflationniste dont personne ne se servait vraiment. Donc, la réforme récapitule donc les catégories d'actions au travers de 4 grandes catégories, les actions de formation, le bilan de compétences, les actions de VAE et tout ce qui concerne les actions d'apprentissage ou exactement d'alternance. Donc derrière ça, on aura les contrats d'apprentissage ainsi que les contrats aussi de professionnalisation. Alors ça, c'est une grande nouveauté puisque l'apprentissage rejoint maintenant la formation professionnelle continue. Vous savez qu'avant, ça faisait partie donc de la formation initiale. Donc ça, c'est un point important. Donc il y a une grande simplification. Alors en plus aussi, on a une modification. Ça, on nous l'avait annoncé, donc de l'action de formation. Très simple définition, mais attention au décret qui devrait compléter cette définition très simple. Aujourd'hui, l'action de formation donc, se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance, elle peut également être réalisée en situation de travail. Et par rapport à ça, nous attendons des décrets qui vont un peu préciser ces 2 points. Donc je pense que pour le à distance, on avait déjà eu beaucoup de décrets en 2014, ça ne devrait pas beaucoup changer. Par contre, on attend pas mal de décrets pour la formation en situation de travail ou FEST, et puis probablement des décrets aussi pour savoir quelles seront un peu les conditions de preuve pour cette nouvelle définition donc de l'action de formation. Aujourd'hui, derrière parcours se cache action de positionnement, action de formation et action de validation. Donc, on aurait l'avant-formation, la formation et l'après-formation. Donc, c'est peut-être tout ça qui sera un petit peu précisé. Par ailleurs, normalement… Alors, la grande question…
La grande question, par exemple, c'est de se demander si le coaching, la grande question, c'est de se demander si le coaching, le co-développement, etc., pourront intégrer cette définition. Et ça, faudra attendre les décrets. Mais ça pourrait l'être, hein, elle pourrait rentrer dans cette définition. Reste à attendre les décrets qui vont venir parce qu'ils vont peut-être ils vont peut-être nous les cadrer un peu plus ou nous exiger des traçabilités de tous ces éléments-là. Voilà. Alors après une autre nouveauté, enfin une nouveauté sans lettre, en principe, la catégorisation des actions en deux catégories, donc adaptation, maintien d'un côté, développement des compétences de l'autre, avec un engagement de l'employeur à chaque fois qu'il finance une action de développement des compétences, devrait être, comment je veux dire, abandonnée. Alors je dis bien devrait parce que ça a été acté par l'Assemblée nationale. A priori, le Sénat revient dessus. Mais comme les derniers à avoir leur mot, c'est l'Assemblée nationale, en principe, c'est quelque chose qui devrait acter. En tout cas, le gouvernement était pour. Après, on verra si c'est remis ou pas. Par ailleurs, le gouvernement, enfin dans le ça voudra dire que les plans ne seront plus nécessairement catégorisés. Hein. Je pense que ça montrera à personne de ne plus avoir la catégorie 1 et la catégorie 2 à mettre dans le plan. Par contre, ça veut pas dire que vos plans en cours et vos bilans ne doivent pas être présentés en deux catégories. Hein. Voilà. Après, le législateur nous fait une nouvelle séparation entre les actions de formation dites obligatoires. Alors obligatoires de par un accord international, une norme internationale, un accord de branche, un accord une profession dans le cadre de la sécurité au travail, etc. Donc toutes ces actions qui s'imposent à l'entreprise et qui sont dites obligatoires, donc font partie du plan comme les autres actions. Par contre, elles ne pourront se réaliser que sur le temps de travail avec maintien de la rémunération. Et par ailleurs, un autre régime est prévu pour toutes les autres actions ou actions non obligatoires qui pourront avoir lieu hors temps de travail. Alors, soit parce qu'un accord de branche ou un accord d'entreprise le prévoit et prévoit la durée de ce hors temps de travail, ou à défaut d'accord de branche et d'accord d'entreprise, eh bien, par accord entre le salarié et l'employeur, et dans ce cas-là, cet accord, cette partie hors temps de travail non rémunérée, hein, parce que là aussi on a la disparition normalement de l'allocation formation, ce hors temps de travail non rémunéré serait plafonné à 30 heures par an et par salarié. Alors, en gros, ça vise un petit peu toutes les actions aussi de e-learning où on ne sait jamais si elles sont faites à la maison, pas à la maison. Donc, ça pourrait être aussi des packages comme ça qui pourraient avoir lieu hors temps de travail. Par contre, ce hors temps de travail reste régi par la réglementation du hors temps de travail, c'est-à-dire un salarié peut ne pas l'accepter, hein, et nous voter simplement s'il l'accepte. Et s'il ne l'accepte pas, ça n'est pas considéré comme faute. Et s'il l'accepte, il sera plus du tout rémunéré. Donc voilà. Donc je te passe la parole, Céline, pour nous dire quels vont être les impacts pour les plans 2018 et 2019. Allô? Alors, quelques grands impacts. Oui, c'est bon. Donc, quelques grands impacts en fait sur le plan 2018, c'est surtout qu'il faut aller très vite dans l'utilisation des CPF. Moi, je vous conseille quand même très fortement de communiquer auprès de vos collaborateurs sur le fait que le CPF va être financé à peu près à 14,25 € ou 28. Ça va pas changer tant la donne. Mais ce qui veut dire en gros que vos collaborateurs pourraient début d'année, quand ils auraient les modifications et la transformation en fait des heures en sous, peut-être de très mauvaises surprises et pourraient vous en vouloir de ne pas avoir communiqué et de ne pas les avoir prévenus. Ce qui voudrait dire entre guillemets qu'il faudrait un peu les inciter à aller utiliser le CPF dès 2018, dès la fin d'année, donc dès septembre à décembre, pour qu'ils puissent utiliser leurs heures à des montants un peu différents. Pour vous donner un peu une idée, hein, les moyennes de CPF aujourd'hui par des OPCA, c'est entre 20 et 60 € de l'heure, qui fait totalement des différences par rapport aux 14 € dont on parle dans l'avenir. Pour 2019, c'est un peu pareil. Au vu de tout ce qu'on a dit sur le CPF, si on veut s'en sortir, et comme ça risque, et ça Christine va nous en parler tout à l'heure, ça risque d'être le seul champ en fait dont on va avoir des financements par rapport au 1% qu'on va donner au titre de la formation professionnelle.
il y a grand intérêt à aller se dire qu'il faut réfléchir à des co-constructions de CPF et à trouver des actions qui sont intéressantes pour l'entreprise, qui peuvent pousser les salariés à utiliser leur CPF. Donc, il faut vraiment rentrer dans des démarches, d'aller choisir des actions gagnant-gagnant, aller faire peut-être des catalogues CPF ou des actions de promotion du CPF pour inciter les collaborateurs à aller vers des actions qui pourraient nous intéresser et qui feraient peut-être des transitions de notre plan actuel vers du CPF. Ne restez pas sur l'idée que le CPF est limité à l'anglais et limité à Excel. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont intégré le CPF. Je vous conseille très fortement d'aller sur le site d'ailleurs de l'AFDAS qui a fait un très très beau travail de compilation de l'inventaire, demain le répertoire spécifique, où il a compilé toutes les formations qui existent dans l'inventaire, donc qui sont toutes les certifications professionnelles. Toutes ces certifications, demain, elles seront inscrites en fait dans le CPF. Allez voir, mais il y a plein de choses entre la qualité, la gestion de projet, mais également le management et d'autres éléments. En fait, aujourd'hui, on peut quand même réfléchir à plein d'actions de formation, notamment des compétences transversales qu'on pourrait certifier et qui permettraient justement de faire passer certaines de nos formations qui étaient dans nos plans de formation en CPF, le tout en ayant trouvé, par exemple, une solution gagnant-gagnant. Donc là, c'est, je pense, le gros travail pour fin 2018, début 2019, de réfléchir à une vraie politique CPF dans vos entreprises pour essayer d'inciter les salariés à aller vers des choses qui intéressent l'entreprise et bien sûr qui vont dans leur projet professionnel. Par rapport aux actions de formation, on a commencé un peu le lancer. Vas-y Christine. Oui, je voulais dire que la séparation en blocs de compétences, donc des actions soit au RNCP, soit à l'ancien inventaire, devrait favoriser la possibilité, parce que par exemple, il y a aujourd'hui des entreprises qui ont monté des CPF sur des actions comportementales, tout simplement parce qu'elles faisaient partie d'un parcours. Et comme on peut isoler maintenant un bloc de compétences à l'intérieur d'un parcours, il suffit qu'il y ait une action comportementale ou management et ça peut vous permettre donc de l'inscrire en CPF. C'était pour aller dans le sens de ce que tu disais. Oui, on a vu des beaux exemples. On en a vu un récemment, Christine et moi étions ensemble quand la personne nous l'a présenté. Mais par exemple, le M Lyon travaille beaucoup sur ce genre de sujet. Et c'est vrai que résultat, on peut créer des parcours managériaux intéressants, financés en grande partie par le CPF. Donc, je vous invite à réfléchir à ce genre de choses. Je pense que dans l'avenir, ça sera fondamental. Autre point important, et c'est ce que nous a présenté Christine sur les actions de formation, je pense que demain, il faut voir l'action de formation en action de développement de compétences. Il faut imaginer qu'on peut aller, on ne doit plus rester qu'à l'action présentielle. Il faut imaginer le monde du digital, bien entendu. Bon, ça c'est déjà le cas depuis 2014, mais il faut penser nos plans beaucoup plus en mode digital et peut-être en parcours avec du présentiel et du digital. Il faut aussi penser peut-être nos plans en intégrant tout ce qu'on n'avait pas l'habitude d'intégrer, les conférences, le coaching, le tutorat, peut-être tout seul, sans autres actions de formation. En gros, il faut rouvrir sa palette de ce que qu'est une action de formation. Notre boîte à outils va se agrandir. Il faut juste maintenant que les services de formation connaissent les différentes palettes et il faudra attendre le décret pour savoir comment tracer et comment faire le travail. Je réinsiste sur la traçabilité parce qu'on parlera tout à l'heure de l'entretien professionnel. Demain, la traçabilité des actions, elle est déjà superbement importante aujourd'hui quand vous avez un procès prud'homme ou quand vous avez avec le sujet des entretiens, mais elle le deviendra encore plus avec cette réforme. Christine, avais-tu d'autres idées sur des impacts pour 2018 ou 2019? Non. Apparemment pas. Si, le dernier impact que je dirais, c'est optimisation financière, parce que là, je vais laisser à Christine le soin de vous parler je vais laisser à Christine le soin de vous parler des changements financiers et vous allez voir qu'il va falloir trouver des solutions pour optimiser. Voilà. Et puis aussi dans l'impact au niveau des dispositifs, on a normalement la disparition donc des périodes de professionnalisation. Donc ici sur le plan de développement des compétences, bon ça on vous l'a dit. Alors au principe de financement, alors il va rester en grande base, il va rester le même, c'est-à-dire que d'un côté l'employeur va avoir un plan de formation dont il va fixer librement le budget et de l'autre côté il sera toujours tenu d'une contribution dite unique qui se divisera en deux mais qui ne sera pas plus élevée qu'avant,
tout au moins en apparence, c'est-à-dire 1% une contribution unique, mais qui est double, composée à la fois du 1% formation professionnelle continue et du 0,68% taxe d'apprentissage. Alors là, c'est une grosse modification. Celles d'entre vous qui avaient assisté à des précédents webinaires, on ne vous avait peut-être pas dit la même chose. On avait, au démarrage, le gouvernement avait proposé un régime de financement et de gestion de la contribution unique assez lourde, compliquée à mettre en place et puis aussi pénalisante, notamment pour les secteurs agricoles et et comment je veux dire, et le sanitaire et social, puisque de fait, ça les amenait à devoir s'acquitter d'une taxe d'apprentissage. Donc là, en revenant à ce mode de calcul, c'est une sorte de contribution unique mais double, hein. Donc seuls ceux qui sont assujettis à la taxe d'apprentissage continueront à l'être, et puis la contribution formation ou 1% s'appliquera à tout le monde, avec un bémol pour les moins de 11 salariés qui resteront avec une contribution formation de 0,55%. Le seul problème que vous allez rencontrer, c'est qu'auparavant, il y avait quand même une partie de cette taxe de 1%, cette contribution ou cette participation, comme on voulait, qui était entre guillemets récupérable auprès de vos OPCA. Et là, partiellement au travers des contrats en alternance et peut-être via la Caisse des dépôts et consignations qui sera alimentée par ce 1% au travers de quelques CPF co-construits, mais c'est essentiellement l'alternance qui vous permettra de récupérer. Donc, ce que veut dire que par rapport au plan, eh bien, votre budget, entre guillemets, le complément budgétaire issu de ce que vous alliez chercher auprès de vos OPCA, eh bien, sera, lui, un peu, ce sera en diminution très précise. Et on fera face aussi à suppression normalement. Oui. En gros, plus de période de pro, ça veut dire plus de prise en charge. Il y aura plus de prise en charge, en fait. Il y aura plus de dossier de prise en charge à faire. Il y aura plus de période de pro. Donc, le seul moyen de récupérer, c'est éventuellement du CPF gagnant-gagnant. Et puis, vous avez peut-être entendu parler de la Pro A, parce qu'il y a un bruit qui court, et même Madame Pénicaud en a parlé. Et donc, la Pro A, en fait, ce serait financé par le budget de l'alternance. Donc, éventuellement, ça passerait peut-être par les OPCA, mais ça ne concernerait que des salariés en reconversion, alors d'un niveau inférieur, a priori, au BTS. Donc, c'est-à-dire que ça pourrait marcher jusqu'au bac pro, même pour obtenir un BTS dans le cadre d'une reconversion, ça ne serait pas forcément sûr. Et ça serait le budget de l'alternance qui prendrait en charge cet éventuel pro A dont on ne sait pas énormément de choses, mais dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc voilà, là aussi, dans vos plans 2018, pour compléter ce que disait Céline, pensez à monter le maximum de périodes de pro, si possible, avant la fin de l'année. Théoriquement, les OPCA, à partir du moment où ils les auront acceptés, les financeront, même si ça dépasse le 31 décembre. Alors Chantal demande, contrairement à ce qui était prévu, les insistes ne sont plus versés à l'URSSAF comme vous nous l'aviez indiqué dans le précédent webinaire. Oui. Alors, je vais répondre, Chantal, ça sera versé à l'URSSAF, mais pas forcément sur l'année prochaine, puisque l'année prochaine, il faut d'abord qu'on passe par des décrets. Donc en fait, l'année prochaine, ça devrait encore être les OPCA. La période de transition que vous avez annoncée finalement, qui était dans le projet de loi, finalement ne va pas avoir lieu. Il devrait y avoir encore un financement, enfin une année où les OPCA devraient encore avoir la collecte. Mais on parle en fait peut-être d'une double collecte, d'une collecte en fait pour l'année 2018 qui se ferait, comme vous en avez l'habitude, au mois de février. Et peut-être en septembre prochain, donc en septembre 2018, la collecte sur la masse salariale 2019. Mais ça, c'est encore pas acté. Si. Là, on parle aussi de novembre. Allô? Allô, allô? Allô? Oui, Christine, vas-y. Oui, oui, Christine.
Mon son disparaît. Je disais que ça serait soit septembre, mais ça peut être novembre aussi, mais on ne sait pas en fait. Et ça serait versé en une seule fois. Et là aussi, un doute subsiste entre est-ce qu'il faudra verser uniquement le 1% ou est-ce que ça sera le 1% et la taxe d'apprentissage. Il se peut que ça ne soit que le 1% pour un peu alléger quand même la trésorerie des entreprises qui vont devoir faire face à un double financement, notamment en trésorerie, l'année prochaine. Voilà. Donc, effectivement, ça serait les OPCA qui resteraient collecteurs de la taxe l'année prochaine. Et on ne sait pas, peut-être aussi en 2020, dans la mesure où, au plus tard, c'est le 1er janvier 2021 que la collecte serait confiée à l'URSSAF. Donc voilà, par rapport à Voilà. ça, Alors, c'est ce que tu penses important de prévenir DAF et direction. Tu m'entends? alors oui, moi je pense qu'il est là, on va arriver. Oui, oui, je t'entends. Donc là, il va être important de prévenir en fait, et de toute façon, vous allez avoir des échanges avec vos contrôleurs de gestion en septembre, octobre. Il est important de commencer à prévenir tout le monde. Alors surtout de l'impact en fait de la fin de la période de professionnalisation. Si vous utilisiez beaucoup la période de professionnalisation, il est vraiment important d'aller faire le petit tableau qu'on vous a mis en exemple et d'aller montrer à vos DAF que demain, tout le montant de la période de professionnalisation n'existe plus. Par contre, que vous verserez toujours la même somme, à condition d'avoir une masse salariale égale, bien sûr. Mais donc, en fait, il est important d'aller savoir s'il n'y a plus de plan PP à côté, combien derrière on aura au plan libre. Parce que ce qui risque de se passer chez vos directions administratives et financières, c'est qu'ils vous laissent le même montant en plan libre, sauf que le même montant en plan libre, ça veut dire que tout le montant que vous récupériez en période de professionnalisation, vous l'aurez toujours travaillé demain. Donc ça, c'est un des grands points aujourd'hui sur lesquels il est important de discuter avec les directions administratives et financières pour voir justement comment le traiter. Qu'est-ce qu'il prévoit pour l'année prochaine pour le prévisionnel de plan de formation? Parce que sans période de professionnalisation, et si vous n'avez pas encore trouvé de solution pour utiliser le CPF, ça risque d'être une année difficile financièrement. Alors, on ne peut pas encore leur parler de comment sera versé aujourd'hui d'autres sommes. Il faut peut-être quand même les avertir qu'on pourrait avoir en fin d'année prochaine aussi une collecte de l'année 2019. Et donc, dans ces cas-là, peut-être qu'ils l'approvisionnent pour commencer à le prévoir, pour les avertir que ça peut exister et que ça sera dans le projet de loi. Donc, ça sera dans la loi, pardon. Mais c'est vrai qu'on va vers là quand même un changement un peu dans les pratiques, hein. On a passé là une bonne quarantaine d'années à devoir transiter obligatoirement par les OPCA pour un certain nombre, pour utiliser tout simplement les cotisations qu'on leur verse. Et là, finalement, on s'oriente petit à petit, et là, c'est très net depuis 2009, vers une contribution formation qui sera de moins en moins, entre guillemets, récupérable. Donc, l'optimisation passera de moins en moins, a priori, par les OPCA. Donc, c'est un peu un changement de pratique. Et Oui. D'où la nécessité, par contre, de vraiment réfléchir à comment faire avec un budget libre et d'optimiser ce budget libre. Parce que c'est vrai que demain, faut que les directions imaginent que demain, il n'y a plus le financement de la formation tel qu'ils l'imaginaient. Et il y a des montants qui continuent à sortir, qui sont le 1%, mais qu'il n'y a plus beaucoup de montants qui reviennent par le biais des OPCA. Oui, alors je viens de dire la question de Chantal. Non, on versera toujours à l'URSSAF, mais de toute façon, même dans le précédent webinaire, on disait qu'il y aurait une période transitoire, hein, qui serait 2019. Donc, l'URSSAF va appeler au travers de la DSN, donc en même temps que les cotisations sociales, mais il faut un temps parce qu'il va falloir que le gouvernement, par ordonnance, habilite l'URSSAF à collecter les fonds de la formation. Et ça risque de prendre, a priori, ça peut aller jusque 18 mois après la promulgation de la loi. Donc, ça peut nous amener jusqu'en 2020 ou même 2021. Donc, il va falloir gérer le temps intermédiaire et il est possible que ce temps intermédiaire soit géré, continue à être géré par les
ZOPCA, mais non plus les ZOPCA, les nouveaux ZOPCO, parce que je vous rappelle que les ZOPCA se transforment en OPCO beaucoup plus rapidement que prévu, puisqu'ils doivent se regrouper par grandes filières de métiers. D'abord, les grandes filières de métiers vont devoir être décidées avant le 31 août, et ensuite les ZOPCA vont se regrouper par grandes filières de métiers avant le 31 octobre 2018. Ils perdront leur agrément en tant qu'OPCA et ils se transformeront en... Et donc en 2019, ce sont les nouveaux OPCO, au nombre de, on ne sait pas, 10, 11, 12, 13, qui vont prendre la relève. Sous quelle forme? On n'en sait rien, et en 2020, on n'en sait encore rien. Hein. Mais néanmoins, la taxe continuera à être à peu près la même, c'est-à-dire 1% plus 0,68, le 0,68 se découpant en 0,60 qui serait directement attribué à l'apprentissage et 0,08 pour les écoles auxquelles vous aviez l'habitude de verser dans le cadre du hors quota. Et ce versement se fait directement. Christine, on a une question demandant pour les entreprises de moins de 50. En fait, les petites structures continuent. Alors, les entreprises de moins de 50, il n'y aura plus de différence. En fait, il va y avoir une différence. En fait, pour les TPE, il va y avoir l'autre différence qui était déjà plutôt le cas. Donc, les TPE restent à 0,55% et les autres entreprises de plus de 11 ont 1% de la masse salariale en contribution formation. Voilà. Alors théoriquement, il y a une chose aussi quand même, elle devrait être, au travers des OPCA, les entreprises de moins de 50 auront peut-être un budget abondé par les OPCO via France Compétences et via donc l'URSSAF. Alors aujourd'hui, on a pour résumer, trois modalités de départ en formation vont être possibles, soit l'initiative de l'employeur au travers donc du plan de développement des compétences, c'est pour vous, ça sera la plus grosse partie, à l'initiative du salarié au travers du CPF, un CPF qui pourra se diviser en 3 CPF éventuellement individuels sur lequel vous n'aurez aucune prise, de co-construction qui peut-être vous permettra de récupérer un petit peu du budget alloué au CPF et le CPF de transition pour remplacer l'ancien site. Et puis au niveau de l'alternance, on aurait le contrat de professionnalisation toujours qui serait financé par les OPCO, les nouveaux OPCO, et ainsi que les contrats d'apprentissage puisque leur financement serait confié aux OPCO. Et peut-être la PROA si elle voit vraiment le jour. Donc voilà pour les principales modalités de départ en formation. Reste un point, Céline, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en advient des entretiens professionnels? Alors, ça a beaucoup changé les entretiens professionnels pendant toutes ces négociations et pendant tous les passages. Depuis le départ, le gouvernement dit que les entretiens professionnels resteront obligatoires. Donc, existe depuis le départ la grande rumeur RH qui disait que les entretiens professionnels allaient disparaître. Par contre, suite à la session et à l'Assemblée, en fait, des critères ont disparu. Ce qu'on n'avait pas vu ensemble lors du précédent Flash Info, puisque ça, c'est de la nouveauté. En fait, on aura toujours l'obligation de faire les entretiens professionnels tous les 2 ans et un risque de pénalité, alors les OPCAT appellent ça une contribution supplémentaire, mais c'est bien une pénalité pour les entreprises de 50 salariés. Mais il faudra juste en fait valider 2 points particuliers. En fait, il y aura juste à avoir fait l'entretien professionnel tous les 2 ans et une action de formation. On n'aura plus besoin d'aller faire, vous savez, les fameuses obligations sur le PAE et sur la certification. Et puis l'obligation sur l'accroissement salarial ou l'évolution professionnelle. Donc, il devrait y avoir plus que 2 critères, avoir mené ces entretiens dans les temps, en faire un tous les 2 ans et faire un bilan au bout de 6 ans. Et au bout de 6 ans, avoir réalisé une action de formation. Restera à savoir cette action soit dans la nouvelle définition qu'on a vue ensemble. Et on pense vraiment que les actions obligatoires ne seront pas tenues dans cette définition. Mais ça, c'est pas écrit pour l'instant. Autre élément qui a été rajouté, c'est la possibilité qu'on fasse un accord d'entreprise ou un accord de branche où on pourrait éventuellement rediscuter des périodicités et des modalités d'appréciation du parcours professionnel. Là-dessus, ça nous paraît assez flou. On voit pas trop ce que ça veut dire parce qu'on voit pas pourquoi les entreprises pourraient changer par rapport à la loi et comment la loi risquerait de l'emporter. Donc, on attend vraiment des décrets supplémentaires pour savoir ce qu'il en est. Donc, c'est vrai que là-dessus, il va falloir qu'on aille plus loin.
Il n'empêche que si vous n'êtes pas au carré sur vos entretiens professionnels, que vous avez dépassé les délais légaux, je conseille quand même d'aller vous mettre au point sur ces dates-là, parce que les pénalités devraient rester au même montant. Hein, les 3 000 € pour le salarié standard et les 3 900 € pour le salarié en temps partiel devraient rester identiques. Et normalement, les contrôleurs de la formation professionnelle devraient toujours être habilités à venir les réclamer et donc à faire monter la facture si vous ne vous êtes pas dénoncé de 6 000 € à 7 800 €. Donc, c'est vrai que ça par individu. Donc, c'est vrai que ça peut coûter très cher. Donc, je pense que c'est un des points aussi où il faut absolument travailler en fin d'année si vous n'êtes pas au carré. Nous avons une question qui nous demande est-ce que l'employeur peut refuser le départ en formation en CPF à la demande du salarié? Christine, tu t'en charges? Oui, oui, il pourra toujours, si la formation, admettons, le salarié voudrait faire sur le temps de travail un CPF, il faudrait qu'il demande l'autorisation d'absence à l'employeur. Bien entendu, si l'action de formation ne concerne pas l'entreprise, hein, par exemple l'onglerie dont que citait Céline tout à l'heure, bien l'employeur peut très bien dire, moi je ne vous donnerai pas l'autorisation d'absence. Si vous voulez suivre cette formation dans le cadre du CPF, vous la suivez, mais hors temps de travail. Parce que bien entendu, si c'est sur le temps de travail, il y aura maintien de la rémunération par l'entreprise. Donc voilà. Après, on n'a pas la liste exactement des actions qu'éventuellement l'employeur ne pourrait pas refuser, et ça pourrait être celle concernant l'entretien professionnel, la pénalité concernant l'entretien professionnel. Donc les 100 heures, il est possible que pour ces 100 heures-là, l'employeur ne puisse pas refuser. Mais ça, on verra si la loi le redit ou ne modifie pas le code du travail actuel. Donc voilà. Alors Chantal demande, et là je vais lui répondre à la deuxième question, qui est comment peuvent-ils vérifier la réalisation des entretiens professionnels? Il y a plusieurs gendarmes. Hein. Le premier grand gendarme, il faut savoir que vos instances représentatives du personnel, vous devez leur fournir avec les éléments que vous fournissez en même temps que dans les réunions de CSE, vous devez leur fournir en fait le nombre d'entretiens professionnels réalisés tous les ans, et vous devrez leur fournir le nombre de contributions supplémentaires, et ça ne devrait pas bouger. Hein. C'était déjà de la précédente réforme, et ces articles-là du Code du travail ne devraient pas changer. Donc déjà, vous pouvez avoir délation de vos instances qui disent que ça n'a pas été respecté, vous n'avez pas fait le bon nombre d'entretiens. Ensuite, derrière, un contrôleur a le droit de venir et de vous demander en fait la copie de tous les entretiens professionnels et de voir quand est-ce qu'ils ont été faits. Donc, si vous n'avez pas fait les entretiens tous les 2 ans pour des salariés, vous êtes en tort. Donc là-dessus, vous risquez d'avoir à payer la pénalité, surtout si vous avez dû faire la déclaration des salariés qui devaient avoir leur budget en plus, puisqu'en fait, pour rappel, actuellement, c'est 100 heures de pénalité et le salarié, lui, les avait sur ses compteurs. Ça sera la même chose. C'est que là, il aura 3 000 € de plus pour se financer une formation. Donc, pour lui, c'est important d'avoir ce temps en plus. Donc, lui pourrait très bien aller faire délation également. Et en plus, derrière, le contrôleur qui vient, il a les moyens d'aller voir, hein, de vous demander de sortir tous les entretiens et de vérifier que vous avez bien fait les entretiens tous les 2 ans. Pareil pour l'action de formation. Il faut avoir les preuves que l'action de formation a été réalisée. Il faudra voir par rapport à ce qu'on a dit précédemment si c'est considéré comme une action de formation au sens de la loi. J'espère avoir répondu à votre question, sinon n'hésitez pas à aller plus loin. Dernière petite chose, Christine, et on finira par là, mais dis-nous ce que c'est que cette grande nébuleuse France Compétences. Alors, oui, France Compétences, donc c'est la nouvelle instance dont vous entendrez parler, mais avec laquelle vous ne travaillerez jamais en direct, la nouvelle instance de la formation professionnelle continue. Donc, qui remplace des entités que vous connaissez de nom, mais avec lesquelles vous ne travaillez pas non plus en direct, comme le FPSPP, le COPANEF, le CNEFOP. Alors pour info, le CNEFOP, c'est celui qui réglemente ou qui gère le RNCP, l'inventaire. Le COPANEF, c'est celui qui établissait les listes du CPF, et le FPSPP, c'est celui qui éventuellement redistribuait les fonds vers les demandeurs d'emploi. Donc ces 3 instances fusionnent pour devenir France Compétences. À la limite, le plus intéressant, c'est que maintenant on va siéger à France Compétences l'État, qui avant n'était pas du tout dans toutes ces instances qui étaient uniquement paritaires. Maintenant, on aura l'État, les partenaires sociaux, donc les paritaires, et les régions. On ne sait pas encore si ce sera 4
partenaires ou 3 partenaires, mettant les partenaires sociaux en les comptant pour un. Ce sera un établissement public à caractère administratif et il embauchera a priori des salariés. Donc ses principales missions, c'est lui qui, je veux dire, vous allez vous verser l'argent, il sera à terme collecté par l'URSSAF, qui le reversera à France Compétences, qui en partie va en reverser une partie à la Caisse des dépôts et consignations par rapport au CPF et qui en reversera une partie aux OPCO, futur OPCO, concernant l'alternance et ainsi de suite. Il y aura aussi une péréquation, donc elle sera en charge des péréquations financières, OPCO, région, CEP. France Compétences sera chargée aussi du suivi de l'évaluation des coûts et de la qualité des actions de formation, de la répartition des fonds mutualisés. Et c'est elle aussi qui sera en charge de l'établissement et de la rénovation, on va dire, du RNCP, du répertoire spécifique, et d'élaborer des recommandations auprès des pouvoirs publics. Donc vous voyez, elle récupère quand même pas mal de, comment je veux dire, pas mal de missions. Elle n'est pas complètement décideur, hein, et ce que nous a dit la ministre aussi, c'est que ça serait, aucun des grands partenaires ne serait majoritaire. Donc il est très probable que l'État, chacun des paritaires et les régions interviennent à parité égale, donc ils seront obligés d'être 2 a priori. Mais on ne sait pas encore si les partenaires sociaux, ça sera on compteront pour 1 ou pour 2. Et du coup, ça veut dire que chacun devra s'allier à quelqu'un pour pouvoir faire passer ses souhaits. Donc voilà. Maintenant, c'est quelque chose, donc c'est une instance qu'il faut connaître, dont vous entendrez parler, mais avec laquelle vous ne travaillerez pas en direct. Mais qui sera le grand ordonnancier financier de la formation professionnelle demain, en fait. C'est par eux que transiteront les grands sous et c'est par eux que se décideront pas mal de choses, notamment au niveau des stratégies et des politiques de l'État. Voilà pour France Compétences. Et puis je pense que là, on arrive à la fin, sauf si vous avez encore quelques questions. Oui, n'hésitez pas, parce que je peux même vous céder la parole si à un moment vous voulez nous faire part de votre point de vue sur cette réforme. Bien entendu, on est début juillet, donc on aura fait notre flash info du mois, mais et au mois d'août, on va tous faire des vacances bien méritées, mais on reprendra forcément ces flash infos au mois de septembre, où on viendra vous en dire plus, en espérant qu'on sera sur une loi qui paraîtra et qu'on puisse vous donner les vrais textes et vous donner les vrais courants. Alors surtout prenez quand même encore avec, bon, sur les grandes lignes, comme vous voyez, elles se maintiennent depuis le mois de mars, mais faites attention aux détails, on vous a donné les derniers détails, tout ceci peuvent encore changer lors de leur passage au Sénat, puis après lors de la navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale, de manière assez précise, rien n'est complètement acté à 100%. Donc il faut être assez prudent quand même. Vis-à-vis aussi à la fois de vos salariés, vos directions. On a les grandes lignes, on n'a pas forcément le détail et ce détail peut encore être modifié. Je pense que ce qui est surtout important, c'est de voir les grandes lignes et de commencer à réfléchir un peu en cette période estivale à vos grandes lignes de plan pour l'année prochaine. Et surtout, je réinsiste d'avertir vos salariés sur la notion de CPF parce que il est important de commencer à les préparer sur le fait qu'il va y avoir des grands changements. Vous êtes au courant parce que vous êtes dans le microcosme de la formation, mais l'individu lambda n'y est pas. Donc, c'est notre travail aussi de communiquer. Une petite action de marketing est importante, à mon sens, de ce côté-là. Je ne vois pas, par contre, de questions supplémentaires. Apparemment, pas de demande particulière. Merci pour votre participation. Et on espère vous voir de nouveau aussi nombreuses et puis avoir de nouvelles personnes également au mois de septembre. N'hésitez pas, si vous voulez dire à des gens d'aller le regarder à partir de demain, normalement la vidéo sera sur la chaîne YouTube d'Alicia. Donc si quelqu'un veut le voir en replay, c'est possible. Merci en tout cas à toutes et puis une très prochaine fois. Merci Christine encore. Merci Céline. Allez, bye bye. À bientôt.